au cours de laquelle nous allons nous intéresser à comment se former et se structurer pour répondre aux appels d'offres. Une thématique qu'on a commencé à aborder, mais qu'on va maintenant développer un peu plus précisément avec nos invités. On va démarrer avec deux invités que je vais maintenant inviter à nous rejoindre sur scène. Frédéric Repizeau, qui est chef de projet aménagement logement à la CCI Business Grand Paris. Bienvenue. Et William Vinan, qui est secrétaire général de la Fédération française du bâtiment 95. Bienvenue. Bien. Alors, vous êtes venus en force. Alors, je vais vous donner la zapette. Frédéric Repizeau, pour évoquer tout d'abord le Grand Paris. Quand on évoquait ce matin les chiffres, c'est vrai que entre le Grand Paris, les JO et ce Terminal 4, on est dans un foisonnement de construction. Il va falloir y répondre. Et justement, dans le cadre du Grand Paris, vous avez mis en place un dispositif qui va beaucoup intéresser nos invités aujourd'hui. Effectivement, donc, vous avez raison, il y a un foisonnement de projets. C'est vrai que le Terminal 4, M. Tourneau disait, s'il avait pu être décalé, ça aurait été pas mal. Effectivement, pour vous, ça aurait été bien, parce qu'on a énormément de choses. On a quand même un projet qui est le Grand Paris, et le T4 donc, fait partie donc, de la construction du Grand Paris, parce qu'il faut que l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle accueille plus de visiteurs, puisque l'objectif du Grand Paris, c'est d'avoir plus d'entreprises internationales et puis avoir donc une métropole qui concurrence les grandes métropoles internationales qui sont Londres et Berlin. Donc il faut qu'il y ait un grand aéroport. Donc le T4 est un très très beau projet. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres projets sur le Grand Paris, parce que quand on parle du Grand Paris, souvent on voit que le Grand Paris Express. Mais c'est tout à fait autre chose. Il y a aussi dans le projet de loi qui date un peu maintenant, de 2010, il y avait aussi toute la partie logement, puisqu'il fallait construire plus de 70 000 logements. On est à plus de 85 000 logements donc, depuis 3 ans maintenant. Et puis il y avait aussi le pôle d'excellence donc, du plateau de Paris-Saclay qui faisait aussi partie du Grand Paris. Donc énormément de projets, de gros projets, beaucoup d'investissements et beaucoup d'acteurs. Donc c'est pour ça qu'on a monté un dispositif il y a 4 ans maintenant, puisqu'il a été lancé le 16 janvier 2016. On a monté un dispositif qui s'appelle CCI Business Grand Paris. Il y a aujourd'hui dans la salle des adhérents de CCI Business Grand Paris. Donc c'est un dispositif qui a pour objectif d'accompagner les PME et les entreprises en général sur le Grand Paris, mais aussi sur les Jeux Olympiques. Donc l'accompagnement, de toute façon, des entreprises est un peu dans l'ADN de la Chambre de commerce, puisqu'on a beaucoup de dispositifs. Aujourd'hui, je ne peux pas tous les citer parce que ce n'est pas l'objet de cette réunion, mais on a beaucoup de dispositifs qui permettent d'accompagner les entreprises de la création d'entreprise jusqu'à la cession, la transmission d'entreprise. Donc c'est vraiment dans notre ADN. Et l'objectif, c'était un peu de balayer tout ça et de donner de la visibilité aux PME, parce qu'on sait que c'est difficile, quand on est une PME, d'avoir l'ensemble des acteurs, l'ensemble des projets. Donc il fallait que l'on ait quelque chose qui réunisse un petit peu tout ça et puis qui apporte de la visibilité aux entreprises. Donc on a monté CCI Business Grand Paris, qui a 3 grands objectifs. L'objectif, c'est de vous donner de l'information sur les marchés en règle générale. Donc ça, c'est un objectif de visibilité que vous pouvez retrouver sur notre plateforme CCI Business Grand Paris, où vous verrez par thématique le transport, l'aménagement, le logement et la Smart City, donc qui regroupe un petit peu tout ce qui est télécommunications et énergie. Vous verrez énormément d'actualités sur le Grand Paris. C'est bien sûr un projet que l'on ne mène pas seul, hein. C'est un projet avec énormément de partenaires. On a donc des partenaires qui sont donc des fédérations professionnelles, parce qu'on a 17 fédérations professionnelles, dont la Fédération française du bâtiment, qui est à l'origine donc, en tant que partenaire. On a aussi donc, le groupe ADP qui est partenaire en tant que maître d'ouvrage. On en a une douzaine aujourd'hui. Et puis, on a aussi des banques qui nous ont rejoints donc, il y a maintenant presque 1 an et demi. On a une douzaine de banques qu'on a fédérées autour d'une charte bancaire pour permettre aux entreprises d'avoir une meilleure connaissance des offres bancaires et travailler avec eux sur tout un tas de sujets, et en particulier le groupement. On travaille aujourd'hui avec le CIC sur la partie groupement.
Donc, tous ces partenaires nous permettent aussi de remplir notre deuxième objectif, c'est de faire en sorte que les PME puissent rencontrer plus facilement les grands comptes. Parce qu'on sait que quand on est chef d'entreprise d'une PME, c'est toujours difficile d'aller rencontrer donc un grand compte. Qui est le directeur des achats? Comment on peut le contacter? Qui est le directeur de la maîtrise d'ouvrage? C'est la même chose. On a le nom, on envoie des mails, on envoie des courriers, mais il n'y a pas de réponse. Donc le seul moyen qu'on a trouvé, nous, pour véritablement se faire rencontrer les grandes entreprises et les PME, eh bien, c'était de monter des événements que l'on fait régulièrement, des événements projets, donc très business, où on parle vraiment d'un projet. Ça peut être le T4, donc le projet du T4, avec les montants des marchés, les calendriers, la politique d'achat de l'acteur public, et puis ensuite, derrière, donc, différentes informations pour que les entreprises aient une bonne connaissance et puissent répondre aux appels d'offres. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et puis le troisième objectif, c'est de vous former et de vous donner donc toutes les clés pour pouvoir bien répondre aux appels d'offres. Donc sur ça, donc on avait une formation marché public qu'on a fait pendant pratiquement 2 ans. On a formé une centaine d'entreprises à ces marchés-là. Et sur cette formation, on a beaucoup insisté sur la partie commerciale, parce que souvent on est sur la partie technique et sur la partie commerciale, si ça fonctionne. Et voilà. Donc sur la partie commerciale des formations marché public, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment indispensable et qui manque souvent aux PME. Et puis on a des ateliers aujourd'hui sur différentes thématiques que sont bien sûr la dématérialisation des marchés publics. Depuis octobre de l'année dernière, donc c'est obligatoire de dématérialiser les marchés publics, donc il faut que les PME se familiarisent à ceci. On a aussi toute la partie pitch, c'est-à-dire comment se présenter devant un grand compte. C'est pas facile, on a 3-4 minutes en face à face, et comment on peut faire ça. On le retrouve d'ailleurs dans notre événement annuel, puisqu'on fait un événement annuel, donc là c'est le 8 avril, je vous invite à venir à la Chambre de commerce Paris-Île-de-France, où on a un grand forum B2B, où une vingtaine de maîtres d'ouvrage reçoivent des entreprises. Et là, on a formé beaucoup d'entreprises en amont pour que ces entreprises-là, en quelques minutes, puissent se présenter leurs produits, leurs services, et ensuite, derrière, décrocher un autre rendez-vous un peu plus complet pour présenter leur entreprise. Donc ça, c'est les ateliers. Puis ensuite, on a le dernier atelier, c'est l'atelier BIM. Alors, on n'en a pas parlé de BIM. Je ne sais pas si le projet sera en BIM sur le T4. Probablement, je pense. Il y a de grandes chances, oui. Tout est en BIM aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet sur lequel donc, on travaille. Et puis, le dernier atelier, c'est l'atelier groupement, parce que c'est indispensable aujourd'hui de se grouper. On a une réflexion aujourd'hui sur le groupement, parce qu'il faut qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment un manque. On voit que les entreprises, quelquefois, ont envie de se grouper, mais ne savent pas comment se grouper, comment s'organiser. Ils se posent beaucoup de questions sur la partie juridique, financière, réponse aux appels d'offres, donc la partie technique, comment répondre techniquement à ces marchés. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, on a cette réflexion et il est indispensable qu'on puisse aller de l'avant là-dessus. Pour vous donner des chiffres donc, très rapidement, aujourd'hui, on a 2000 entreprises sur notre dispositif qui sont inscrites et un peu plus de 1200 entreprises PME franciliennes qui viennent régulièrement, donc, soit à nos ateliers, soit à nos événements, soit qui lisent notre newsletter. Voilà, donc c'est un beau dispositif qui va continuer dans les années à venir. Très bien, donc on va revenir sur ce dispositif. William Vinan, donc, du point de vue de la Fédération française de bâtiments, plusieurs réactions sur ce qu'on vient d'évoquer, peut-être le partenariat déjà avec la CCI, partenariat de la Fédération qui vous rend un acteur pilier dans cette construction. Alors, plusieurs petites choses. Déjà, remercier ADP de nous avoir conviés en tant que fédération à participer, parce que c'est une des premières fois qu'on est partenaire d'un événement comme la création du Terminal 4, là, en fait. Donc ça, merci beaucoup, parce que ça veut dire que quelque part, on nous fait confiance aussi dans la démarche. Donc oui, on a été partenaire au niveau de l'Île-de-France, on est partenaire de la CCI Business Grand Paris pour tout ce qui est appel d'offres et positionnement des PME et TPE. Je voudrais revenir un petit peu sur la table ronde précédente et sur les éléments qui ont été échangés, effectivement.
Nous, Fédération du bâtiment, c'est clair qu'on a 80-90% de nos adhérents. Dans le Val d'Oise, on a presque 1000 adhérents, 1000 entreprises adhérentes PME, TPE du bâtiment, qui représentent à peu près 9500 salariés, sont des moins de 10. Voilà. On a aussi les très belles PME du Val d'Oise qui vont de 10 à 800, parce que si on cite Fayol, qui n'est plus vraiment une PME, mais bon, voilà, 800 000 personnes. Mais on a beaucoup de PME qui sont en capacité à répondre à de très beaux marchés. On a d'ailleurs véritablement augmenté notre travail avec des acteurs départementaux, comme le conseil départemental, comme d'autres grosses structures. Néanmoins, toutes ces PME, TPE, elles ont une problématique pour répondre à des gros appels d'offres, comme celui-ci, c'est la taille du marché. Parce que vous ne pouvez pas répondre à un marché de ce volume financier et de construction pour une simple et bonne raison, que c'est que vous ne pouvez pas garantir les risques. Donc effectivement, là, qui peut répondre? Des groupes. Et c'est normal, je veux dire, ça c'est la vie d'entreprise. Par contre, ce qu'il faut, et c'est la raison pour laquelle on est là et dans laquelle on s'inscrit, il faut que la relation soit gagnante-gagnante. Voilà. Parce que si effectivement, à la Fédération du bâtiment, on a un service juridique qui existe, c'est qu'il y a une raison. À titre d'exemple, je vais poser la question à la déléguée générale de la région Île-de-France. Combien de questions depuis le début de l'année sur les problématiques de contrats juridiques ont été posées au service? 600. Il y a 600 questions depuis début janvier. C'est qu'il y a une vraie raison, il y a une vraie problématique. Alors la problématique, elle est simple. Hein. C'est que les patrons de PME, les dirigeants de TPE, c'est des hommes de terrain. Ils font l'embauche le matin, ils font les contrats, ils font de l'activité parfois, ils font le commercial. Donc ils ne veulent pas être partout. Donc ils en oublient des morceaux quelquefois. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est simplement qu'ils sont pris par le quotidien de l'entreprise. Donc ils ont besoin d'être accompagnés par quelqu'un, par une fédération, par un conseil. Donc si effectivement on insiste sur la nécessité de bâtir un partenariat durable qui permette à tous de vivre correctement de son activité, c'est effectivement le sens de la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. On est là pour effectivement garantir un partenariat entre, on va dire, 3 à 4 structures, donc le maître d'ouvrage, effectivement des grands groupes qui auront forcément le marché, et c'est normal, encore une fois, on le répète, bien sûr. Et des PME locales qui vont apporter, ce qui a été dit tout à l'heure par une personne d'Acorus, une proximité, une réactivité et une qualité de travail aussi, parce que j'insiste là-dessus, et ils vont créer de la richesse au local, parce qu'elles vont embaucher localement, et ça c'est ultra important. Quand on voit dans certains territoires très proches de Roissy, des structures publiques qui sont construites par des grands groupes de l'extérieur du territoire qui ne font appel à aucune PME locale en incapacité de créer du travail ou créer de la richesse avec des contrats d'apprentissage ou autre chose, et qui sont financés par du public, ça fait réagir, voilà, clairement. Donc nous, notre rôle, c'est de dire, soyons gagnants-gagnants. À titre d'exemple, le conseil départemental, il y a une dizaine d'années, nos PME travaillaient avec le conseil départemental à hauteur de 30% sur les marchés. Pourquoi nos PME ne répondaient pas? C'est parce que d'une part, on était uniquement en entreprise générale. Donc, qui veut dire, en entreprise générale, il fallait une taille importante pour ouvrir un collège qui a 15, allez, on va dire entre 13 et 18 millions selon le nombre de places. Et aujourd'hui, on a réussi, en leur expliquant comment faire du macro-lot, qu'on pouvait allotir d'une autre manière, que les délais de paiement n'étaient peut-être pas adaptés à ce qu'on pouvait attendre, on est à plus de 50%. On est passé de 30 à 50, plus de 50% de réalisés par des PME du territoire. Des PME, je dis bien, hein, de 50 personnes. Donc, quelque part, on a gagné. Il faut qu'on soit dans cet échange-là, et j'ai l'impression que c'est dans cet esprit-là qu'on le fait aujourd'hui. Ah, c'est pas une impression, c'est voilà. c'est la réalité, déjà. Donc notre objectif, effectivement, c'est d'être là, d'apporter notre conseil, de travailler en partenariat, et effectivement de co-construire quelque chose qui peut être intéressant pour les PME, et in fine aussi pour les groupes et le maître d'ouvrage. Voilà. Parce qu'on le voit, comme vous dites, ça reflète aussi la composition des entreprises sur le plan national. On a beaucoup de, finalement, dans le bâtiment, on a beaucoup de petites structures qui ont besoin, comme on l'évoque là, de se consolider en jouant à plusieurs et en se regroupant, quoi. Alors, tout l'enjeu est là. Tout à fait. Alors, le regroupement, vous avez tout à fait raison. Le regroupement, on est là aussi pour donner les clés de ce regroupement. Tout à fait. Parce que dans un regroupement, on sait que ce n'est pas une chose simple. Il y a plusieurs choses qui vont se poser, les questions liées à l'assurance, liées aux engagements financiers, aux moyens. Et là, notre fédération, effectivement, est là pour donner les clés. Hugo a rappelé les contrats de sous-traitance qui existaient, mais il y a aussi, effectivement, les règles de groupement. Voilà. On fait des formations pour ça, on explicite comment ça doit se passer, ces sessions qui sont plus ou moins longues. On invite, effectivement, aux gens à se former sur ces domaines-là. Vous avez évoqué le BIM aussi tout à l'heure, la réalisation de la maquette en BIM. Alors, certes, les groupes
maîtrisent bien le sujet du BIM, parce qu'ils ont souvent des ingénieurs embauchés en tant que tels pour faire que le BIM. Par contre, la transposition à la PME, c'est pas toujours gagné. Pas C'est pas évident. toujours gagné. Et ça, effectivement, là aussi, il va y avoir une dimension de formation sur cet aspect BIM qu'il faudra bien prendre en compte. Parce que nos PME, enfin les PME, et là je parle alors du bâtiment, j'excuse Amandine Rouverol qui a dû partir, qui représente les TP locales, mais effectivement, c'est la même problématique pour les PME du TP. Elles ont exactement les mêmes problématiques que nous, quoi. Donc voilà, c'est important de le souligner aussi. Tout à fait. Il y aura peut-être justement de la pédagogie, des choses à mettre en ligne, ou voilà, pour bien initier, bien que tout le monde soit dans la même logique de réflexion par rapport à ça. Le BIM, par exemple, c'est un sujet. Vous parliez des formations tout à l'heure, Frédéric. Ah oui, le BIM, c'est un vrai sujet, hein. Après, dire que les grands groupes maîtrisent, moi j'ai été très surpris parce qu'on a fait une réunion il n'y a pas si longtemps que ça avec EPA Paris-Saclay. Et finalement, on s'aperçoit que non, il y a très très peu de grands groupes qui maîtrisent encore complètement le BIM. Ils se mettent en ordre de bataille, hein, bien sûr, parce qu'ils ont bien compris que c'était l'enjeu. Mais ça reste encore un peu... on n'a pas aujourd'hui... Tous les grands groupes ne sont pas encore complètement opérationnels et encore moins en TP. C'est-à-dire qu'ils le sont peut-être en bâtiment un peu plus. Par contre, en travaux publics, ils ne sont pas beaucoup. Mais après, derrière, il y a vraiment une réflexion. Alors, si on rentre dans le BIM, parce que là, c'est un peu plus complexe, mais si on rentre dans le BIM, il y a différents strates, hein, sur le BIM. Et aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit en discutant avec les acteurs qui sont vraiment là-dessus, c'est qu'on ne peut pas demander à une TPE ou une petite PME de travailler de la même manière qu'un grand groupe sur un lot peinture, un lot menuiserie et autres, qu'il va falloir forcément à un moment donné faire quelque chose d'un peu plus light, parce que sinon personne n'y arrivera et les chantiers vont prendre beaucoup de retard. Et quand vous évoquez la différence entre le travaux publics et le bâtiment, le BIM vient plutôt du bâtiment, presque. C'est une notion qui a été développée plutôt sur le bâtiment, ce qui explique aussi que dans le travaux public, c'est une notion qui met un peu plus de temps à infuser, certainement, sur le... Oui, enfin, il y avait moins de demandes, hein, sur le oui, il y a moins de demandes aussi. C'est pour ça, hein, parce que sinon, finalement, aujourd'hui, on peut faire... le BIM était sur l'ensemble des projets urbains, donc à la fois bâtiment et aussi réseau et TP. Alors, oui, non, mais les chambres de commerce, alors... non, mais allez-y. Hein, non, juste rappeler, effectivement, pour les notions de BIM, on a eu l'occasion de travailler en BIM avec... le conseil départemental. Il y a une opération là, qui est en train de se réaliser sur un collège. Et si j'évoque ça, c'est qu'effectivement, ils ont eu la problématique, en fait, dès lors où ils ont présenté le projet en BIM, de la réponse. Alors la réponse, oui, on va faire. Voilà, il n'y a pas de souci. L'entreprise qui avait le gros œuvre et la partie macro-lot gros œuvre a dit on va faire. Et rapidement, on s'est rendu compte d'une difficulté, c'est la capacité aux PME qui étaient sous-traitantes de certains lots, la capacité de faire un retour avec les logiciels qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc il a fallu mettre un assistant BIM manager qui a géré en fait les retours de plans pour les intégrer dans la maquette BIM. Voilà. Donc à l'échelle d'un projet comme la création d'un terminal avec le montant annoncé, il est clair que là-dessus, il y a sans doute quelque chose à réfléchir sur un accompagnement des PME et des TPE. Parce que très clairement, même effectivement, si le groupe qui sera tributaire du lot sera en capacité à répondre oui, il est évident que derrière, les PME auront, elles, sans doute beaucoup plus de mal à pouvoir retranscrire ce dont elles auront la responsabilité. Donc, à mon avis, dès le départ, il faut envisager cette problématique en disant, attention, peut-être nommer un BIM manager pour garantir l'ensemble des éléments, parce que je pense que ça va être un point qui, rapidement, va être une difficulté. Juste un point aussi sur la partie des PME et de la relation PME, groupe et maître d'ouvrage. Un des problèmes que l'on nous remonte souvent, c'est effectivement, vous avez des situations qui arrivent à échéance ou autres, et trop souvent, malheureusement, il y a la petite ligne, il y a la petite virgule qui va placer au mauvais endroit le mauvais chiffre et qui remet en cause, on va dire, la totalité de la situation. Ça, pour nos PME, c'est totalement incompréhensible et totalement ingérable en interne, notamment d'un point de vue trésorerie. Donc ça aussi, là, sur cet aspect-là, je pense qu'il faudrait peut-être, dans le cadre de ce marché qui se veut être véritablement un nouveau mode d'échange, garantir néanmoins un paiement de la prestation à hauteur peut-être de 95%, de manière à élucider des fois la simple virgule, le simple point qui n'a pas été compris, parce que remettre en cause une situation totale, des fois c'est totalement désastreux pour une PME,
Et ça peut même l'emmener à des difficultés certaines. Voilà. Donc ça c'est un point crucial, je pense. Oui, j'adhère complètement parce que nous, quand on discute avec les PME, souvent, le reproche qu'ils font, ce sont les délais de paiement. Les garanties, les avances sur les travaux et situations, et puis donc les délais de paiement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de PME se sont détournés des marchés publics parce qu'ils ont une mauvaise expérience. Et se sont détournés aussi des majors parce qu'ils ont eu de très mauvaises expériences et pour certaines ont même failli couler. Donc quand on leur parle aujourd'hui de marchés importants, intéressants avec des majors, il y a beaucoup de PME aujourd'hui qui disent non, moi je préfère rester sur mon marché tranquille parce que mon BFR il est bon et j'ai pas envie donc de tout déséquilibrer en ayant travaillé pour Vinci, Bouygues et autres. Et j'ai pas envie d'aller non plus sur les marchés publics, même si beaucoup aujourd'hui d'acteurs publics disent qu'ils payent à 30 jours. Les entreprises ne croient pas du tout. On essaye de sensibiliser les entreprises en disant mais si, on a fait des réunions avec des grands acteurs publics, comme la mairie de Paris qui dit aussi qu'elle paye à 30 jours. On n'a pas plus de réponses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus aujourd'hui de dynamique sur les marchés publics, bien que les acteurs publics disent qu'ils payent mieux. Parce qu'il y a toujours cet état d'esprit en disant nous, on sait que ça va mal se passer pour nous. Même si on est sûr d'être payé, on n'a pas envie d'être payé à 120 jours. Donc là, ça sera un enjeu majeur. Je pense que le message passe, circule, mais ça, je crois que c'est pas spécifique au bâtiment, c'est dans toutes les relations grands comptes, start-up ou PME. C'est un point d'achoppement un petit peu, voilà, sur les dynamiques comptables qui ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui est dans le temps long et puis l'autre qui est dans le temps un peu plus court. C'est quand même beaucoup dans le secteur du bâtiment parce que moi j'ai travaillé dans d'autres secteurs les relations sont quand même moins tendues que sur la partie travaux. Souvent il y avait des négociations possibles et là sur les parties travaux c'est quand même beaucoup plus complexe. Oui. Alors, vous êtes d'accord, oui, alors d'accord, sans citer, encore une fois, sans citer, parce qu'il y a des marchés qui se passent très bien, d'autres moins bien, mais l'objectif, il est positif. Il est de dire qu'il faut qu'on trouve un système qui, effectivement, évite ce genre de situation. Parce que c'est absolument pas... je pense que c'est, malgré tout, totalement compréhensible de la part du maître d'ouvrage de se dire mais c'est pas normal que la PME qui est au bout soit pas payée, alors que le travail est effectué. Alors peut-être que la situation a mal été transmise, peut-être qu'elle a dépassé d'une journée, mais il faut se mettre à la place du chef d'entreprise, de la PME, de la TPE, qui, comme je le rappelais avant, passe un nombre d'heures incalculable dans son entreprise et par moment peut faire aussi une erreur. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un point qui sera vraiment à prendre en compte parce qu'on peut vraiment mettre en péril une PME et ça, ce serait vraiment dommageable dans le cadre de si beaux projets. Et ce n'est souhaitable pour personne puisqu'il y aura vraiment besoin de toutes les forces vives, on va dire, sur ce projet. C'est ce que vous avez d'ailleurs rappelé. Ouais. Sans les PME et tous les acteurs locaux, le projet aura du mal à avancer. Enfin, voilà, 41 000, 45 000 emplois il faut les trouver, à créer. Il faut y aller, il faut les trouver. Donc, pour tout vous dire, dès aujourd'hui, pour trouver et je vais pas, j'enfonce des portes ouvertes ici, mais sur certains métiers dans nos PME du bâtiment, il y a déjà des profils qu'on ne trouve pas. Voilà, ils sont en tension. On s'arrache. Voilà, donc j'imagine pour autant de... Voilà. Alors, de toute façon, on va évoquer la formation là, dans la séquence d'après. Question pour nos intervenants. Oui, alors monsieur, on va vous donner un micro. Charmante hôtesse vous rejoint avec le micro. Bonjour, Thierry Laurenceau, société ADSV. Je suis dans la sécurité électronique. Je travaille pour des grandes sociétés, dont il y a 2 ans Bouygues. Et je suis content de savoir que Bouygues respecte ses sous-traitants maintenant. Je suis content de l'intervenant de droite qui me fait plaisir quand il dit qu'il fait attention aux petites entreprises. C'est vrai. On a du mal à aller vers les marchés publics. Actuellement, j'attends 37 000 € depuis fin septembre du Conseil général des Yvelines. Je vous laisse compter le nombre de jours. Il n'y a aucune discorde, aucun point d'achoppement. Simplement, c'est leur délai de paiement. Ils jouent sur la trésorerie et nous, on attend d'être payés. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Et vous avez un discours qui me plaît beaucoup et je prendrai votre carte après parce que j'aimerais continuer. Merci. Alors, je vous remercie. Et c'est pas, j'ai pas un discours uniquement pour faire plaisir. À titre d'exemple, on travaille avec le conseil départemental depuis un petit peu de temps. Il y a des PME là qui sont, il y en a un qui est pas très loin de vous là d'ailleurs,
qui est le monsieur qui est juste là-bas. Je pense qu'il a des délais de paiement avec le conseil départemental parce qu'on travaille avec eux de manière très étroite. Ils viennent avec nous présenter leur marché cette semaine, qui vont se dérouler tout au long de l'année. Et les réunions que l'on organise avec leurs services travaux et services patrimoine permettent d'avoir des délais de paiement à 30 jours la plupart du temps. Voilà. Et ça, c'est pas, voilà, ça, c'est pas un discours comme ça. Donc, je veux bien qu'on se voit après. On échangera sur votre problématique avec le conseil départemental des Yvelines. Très bien, voilà, c'est une connexion de plus. Hop là, c'est pas grave. Une connexion de plus. Juste pour vous donner un petit chiffre sur les marchés publics. On a, pour vous donner un peu la tendance, il y a 120 milliards d'euros de marché chaque année. En 2014, 33% des marchés étaient passés avec les PME. Là, à la fin 2019, on n'est plus qu'à 29,2. Chute de 4%, quoi. Vous voyez tout simplement parce que les PME, aujourd'hui, ont un peu plus de choix qu'avant et se tournent vers des marchés qui sont plus rentables. Donc il y a vraiment, je pense, un travail à faire de profondeur, là, en tout cas sur ce projet T4, un travail à profondeur à faire avec les PME qui sont à la Fédération française du bâtiment, qui sont aussi sur notre plateforme CCI Business Grand Paris, pour vraiment les sensibiliser, refaire des réunions un peu plus régulières, je pense, à mon avis, pour vraiment travailler en profondeur et faire en sorte qu'ils puissent répondre à vos marchés, parce que sinon, ils vont s'en détourner. Et il y a des très belles PME, malheureusement, qui ne sont pas du tout sur les marchés publics et qui pourraient donc être très intéressantes pour vous, pour votre projet. Alors un message assez central, hein, si on retient. Il y a des formations. Vous avez donné un rendez-vous tout à l'heure, Frédéric, c'était sur le 8 avril, c'est ça? Oui, le 8 avril, on a donc notre événement annuel, donc CCI Business Grand Paris, où on a donc des tables rondes où on va parler du Grand Paris. On a surtout un forum B2B. Oui. L'année dernière, donc, on a réuni une vingtaine de maîtres d'ouvrage, donc les acheteurs de 20 maîtres d'ouvrage étaient présents, et on a fait un peu plus de 300 rendez-vous avec des PME, ce qui a donné lieu aussi donc, à des marchés ou en tout cas à des inscriptions dans le catalogue fournisseur. Très bien, donc à suivre donc auprès de la CCI. On n'a pas parlé de la connexion des différentes CCI là, au niveau des 4 départements, mais c'est très fluide de toute façon. Très fluide, et puis, on travaille ensemble. Voilà, vous travaillez ensemble. De toute façon, CCI Business Grand Paris fait partie de la Chambre de commerce Paris-Île-de-France. Et puis, donc on est, de toute façon, toutes les chambres de commerce départementales et territoriales aujourd'hui se réunissent sous une même bannière et travaillent de concert. Voilà, il y a un relais efficace qui est fait. William, donc on a vu l'échange de cartes de visite à suivre auprès de la FFB pour mettre en place ça, peut-être parce que c'est vrai que chacun va mettre un peu va apporter un peu sa réflexion et son regard sur ces problèmes de paiement qui sont quelque chose d'assez central et vous aurez un rôle à jouer dedans. Donc, de toute manière, c'est comme je le disais, les personnes avec qui on a préparé les échanges, les tables rondes, effectivement, on est là pour continuer à les accompagner, à travailler de concert. C'est vraiment la raison pour laquelle on est là. Et encore une fois, je me réjouis qu'on en parle avant la création. Ça démontre vraiment une volonté de peut-être justement améliorer certains points, continuer à avancer. Et c'est dans ce sens-là qu'on y arrivera pour vous, pour les groupes et pour les PME. Voilà. Donc ça, vraiment, vous pouvez compter sur notre présence avec vous. Voilà. Et puis le côté exceptionnel de ce type de chantiers qui sont vraiment très vastes, c'est que c'est des conditions exceptionnelles qui font avancer le métier dans son ensemble. Ça peut être justement un sujet qui va s'améliorer avec ce chantier. Une dernière petite chose, on vit quand même comme une époque formidable. C'est ce que je dis à chaque fois aux chefs d'entreprise que je rencontre, c'est que c'est la première fois qu'on a une visibilité à peu près à 10 ans. Donc on peut vraiment se projeter, on peut vraiment faire quelque chose d'intéressant, se structurer et avoir une vision à plus long terme. Donc moi j'engage tous les chefs d'entreprise et PME à avoir cette vision à plus long terme et vraiment à construire dans le temps. Et pour ceux qui veulent croître, il y a vraiment d'énormes possibilités. Bien. Eh bien, ça sera le mot de la fin pour votre intervention. Merci à tous les deux pour vos témoignages. Voilà, il y a le petit stylo. Et nous allons accueillir maintenant pour prolonger cette séquence Nicole Sénécal qui nous rejoint sur scène.
Voilà, de CIPERF 95. On vous applaudit, Nicole. Et puis également Monsieur Bernard Benoît de 15 de Marne qui est avec nous. Bienvenue à vous, Monsieur Benoît de 15 de Marne. Et là, on aura un échange très, on va dire, très pragmatique sur ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, qui sont les groupements. Chacun, vous avez votre micro. Nicole, on va commencer avec vous. Je vais juste faire avancer, puis je vous laisse après gérer la manette. Voilà. Et donc, alors, CIPERF 95, quelques mots sur cette plateforme de connexion, peut-être, pour commencer, globalement. Alors, ce n'est pas tout à fait une plateforme de connexion, c'est une plateforme collaborative. Donc, pourquoi CIPERF 95 ? Vous avez vu que très difficile. On a tous la volonté de travailler ensemble, mais plein de points à résoudre. Donc, la volonté de chef d'entreprise, c'est parti du 95, nous avons dit nous allons aller plus loin et nous avons créé un outil. Un outil pour encapsuler justement toutes les petites sociétés. Le 95, c'est 82 000 entreprises, dont 80% sont moins de 10 personnes. Donc, voilà, c'est des très petites entreprises. Bien sûr. Il y a des plus grosses entreprises. Donc, c'est essayer de monter un outil pour que tout le monde puisse répondre et tout le monde puisse monter au niveau des appels d'offres. Répondre aux appels d'offres, déjà je voulais préciser, ADP, ce sont des appels d'offres privés, non pas marché public. Ouais, c'est une petite précision, donc ça ne se traite pas tout à fait de la même manière. Donc dans notre réflexion, nous avons dit, c'est une plateforme qui a été créée par les chefs d'entreprise, qui est gérée par les chefs d'entreprise, et ça part d'un besoin de la base. Donc, dans notre réflexion, nous avons dit répondre à un appel d'offres, c'est long. Ce n'est pas à la portée de toutes les entreprises. Il y a une partie juridique, ce n'est pas à la portée des entreprises. C'est gérer des délais de paiement. Ce n'est pas à la portée des petites entreprises. Donc, nous avons décidé, nous, de nous substituer à ça. C'est donc, vous avez le côté associatif, où les sociétés vont venir sur la plateforme. Elles vont pouvoir se positionner sur des appels d'offres que auxquels nous allons répondre. Enfin, il y aura une SAS pour répondre à ces appels d'offres. Et nous, ça nous permettra en interne de pouvoir allotir suivant la grosseur de l'entreprise, suivant les synergies et les performances des entreprises qui feront partie de la plateforme. Mais on crée un partenaire de confiance par rapport aux grands donneurs d'ordre. Nous avons vu, Club des donneurs d'ordre, 50 entreprises, 700 entreprises, 82 000 entreprises en 95. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont à côté. Il y a de la marge et il y a moyen de progresser. Il y a du travail pour tout le monde. Par contre, c'est vrai que les grandes entreprises ont leurs préconisations. Elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Elles ont une réglementation qui est très forte. Elles ont des obligations. Donc, on va aussi satisfaire à ces obligations. RSE, nous sommes en train de faire une charte éthique. Nous sommes dans une démarche de développement durable. Nous sommes sur des certifications. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne se substitue pas ni aux fédérations du bâtiment, ni aux associations. On est juste un outil pour le 95. Voilà. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous donnais la manette. Quelques mots, Bernard Benoît, pour vous présenter. Alors, vous allez nous parler groupement, puisque vous avez fondé et vous animez 15 de Marne, qui est un groupement d'entreprises qui fonctionne depuis de nombreuses années. Donc, vous allez nous apporter ce regard de, voilà, tiens, on l'a fait, ça marche, voilà comment ça se passe. C'est un peu ça. Tout d'abord, merci à ADP de nous avoir invités, bien sûr. Vous allez faire un émigré, parce que je viens du Val-de-Marne pour Val-de-Marne. Bon. Effectivement, voir ce qui se passe dans la région, mais surtout vous faire part d'une expérience qu'on a eue à propos de la SGP, puisque en juin 2016, on a, voulant répondre malgré tout d'une certaine manière aux chartes qui avaient été signées entre SNCF Réseau, la Société du Grand Paris, l'État, la région, il y avait effectivement des chartes qui étaient importantes et qui mettaient en place, je dirais, l'idée de faire travailler à hauteur de 20% TPE, PME et ETI. Bon, je rappelle pour préciser quand même que les seuils sont de 0 à 10 TPE, de 11 à 250 PME, mais de 250 à 5000 ETI. C'est-à-dire que quand on globalise l'ensemble, il est intéressant quand même de voir les répartitions à l'intérieur pour savoir quel est le véritable retour sur site dans l'économie circulaire locale. En général, les TPE-PME, c'est vraiment une imprégnation du tissu.
Les ETI vont des fois un petit peu plus loin, mais enfin, de toute manière, ça agit sur l'économie locale. Donc, à partir du moment où on a fait ça, on a souhaité en faire part à nos mandants, président des conseils départemental, Monsieur Le Bouillonnec, qui était à l'époque le président du conseil de surveillance de la SGP. Et petit à petit, on a pu travailler le sujet. Et je crois qu'un des premiers points qu'il faut mettre en parallèle avec ce que vous faites, c'est la nécessité, me semble-t-il, de monter un observatoire. Simplement un observatoire qui aura pour sens de valider régulièrement si les seuils sont atteints entre les 20% pour l'ensemble de ces trois acteurs, mais avec une clé de répartition intérieure qui est quand même tout l'intérêt de savoir exactement ce que l'on fait, comment on le fait et jusqu'où on pousse le sujet. Sachant que derrière, j'ai cru comprendre qu'il y avait de l'insertion également qui s'y installait, puisque dans le Val-de-Marne, nous avions des obligations d'insertion à hauteur de 5% de la main-d'œuvre mise à disposition. Et donc, moi, je suis également en parallèle le président de FAS Val-de-Marne, et on a une action qui permet effectivement de ramener les gens vers l'emploi pour abaisser le niveau de RSA, puis permettre à ces gens qui sont un petit peu en difficulté de les ramener vers l'emploi. Donc c'est des paliers via des entreprises d'insertion également, entreprises d'intérim pratiquant l'insertion. On arrive quand même à des résultats qui sont significatifs. Ouais, significatifs. Alors, pourquoi on a fait ça ? Parce qu'effectivement, la contrainte qui semblait imposer, on ne voulait pas que la charte soit simplement, de notre part, vue de notre côté, un vœu pieux, où en général la charte n'engage que ceux qui la lisent. Il y avait besoin effectivement qu'on mette en parallèle, et non pas en butoir, mais en miroir, effectivement les résultats. Bon, on s'aperçoit que c'est un petit peu compliqué maintenant. Les PME, je vais vous donner 3-4 chiffres très rapidement qui vont vous indiquer l'activité qu'on a pu déployer uniquement sur le 15, parce que d'autres, évidemment, n'en faisant pas partie, il fallait chez nous avoir un axe RSE, soit à travers l'ISO 2006, soit à travers un autre système, ou soit à travers effectivement une action dans une association pratiquant la RSE. Donc le vivier a été créé, et on a pu, à travers ce vivier, composer des groupements qui, de temps en temps, ont obtenu un certain nombre de choses. Le dernier en date, qui était vraiment très significatif, c'est sur le SMR de Champigny, en superstructure. Il y a trois PME qui ont monté un groupement et qui ont obtenu un marché de 13 500 000. Il n'est pas encore commencé, bien sûr, mais bon, je dirais que on voit là où, effectivement, comme le disait l'interlocuteur tout à l'heure, il y a certains seuils, à un moment donné. L'investissement de l'entreprise par rapport à ce type d'études ont été de l'ordre de 300 000 à 400 000 euros. Donc c'est quand même, pour une PME, c'est quand même... C'est un peu lourd. Très important. Et on a donc, entre 2016, fin 2016 et fin 2017, il y a eu 17 millions de travaux réalisés, essentiellement des dévoiements de réseau, des choses comme ça, qui y a eu des parkings provisoires pour les déplacements, je dirais, géographiques des zones de stabulation. Et ensuite, une dizaine de millions qui ont été faits en 2019. On arrive à 27 millions. Et il y a à l'heure actuelle quasiment 20 millions de traités, dont les 13 millions dont je vous parlais. D'accord. À savoir quand même que dans les chiffres que j'annonce, vous avez des fournisseurs qui sont intégrés dedans. Parce qu'effectivement, il y a un gros fournisseur de béton qui a travaillé sur les réseaux. Et pour les coulages, je dirais en continu, des parois moulées, qui a dû réaliser un peu plus d'une douzaine de millions à peu près à l'heure actuelle. Donc, malgré tout, 13 entreprises ont obtenu des marchés, des parts de marché. Sur les 15 du début, qui sont montés à 40, puisqu'on couvre à peu près, je dirais, la plupart des activités qui peuvent exister, toujours sous cette étiquette RSE. Très bien. Donc peut-être qu'après on échangera sur cette composition du groupe, passer de 15 à 40, c'est quand même déjà très significatif. C'est toujours attirant de se dire qu'on peut avoir qu'on peut accrocher un train qui a priori un peu sous la lumière, oui. Bien sûr, bien sûr. Et en tirer quelque part finalement un intérêt, c'est évident.
Et dans les bandes pratiques, donc on a noté le mot d'observatoire. Un observatoire, c'est important. C'est pas un comité de pilotage, c'est un observatoire qui va. C'est un observatoire. Qui va dire tiens, on en est là du projet. Tiens, on avait dit ça, c'est pas là. C'est une aide à la décision, peut-être vous des fois. C'est une aide à la réflexion de toute façon. Aide à la réflexion. C'est une aide à la réflexion. Au moment où la SGP a démarré, ça n'existait pas. Donc il y a eu une réunion orbivale au pavillon Baltard, au cours duquel on a fait cette proposition qui a finalement été retenue. Elle serait venue de toute manière à un moment ou à un autre. Mais ça s'est débloqué là et l'observatoire a été créé. Il y a donc eu, intégrant par contre, je pense que c'est important malgré tout d'avoir des personnes un petit peu extérieures de fédérations professionnelles qui est également une approche et une connaissance de ces éléments. Donc dans l'observatoire, on peut aller chercher la fédération régionale, par exemple. Fédération régionale, FFB, FRTP. Effectivement, à partir de là, ça donne une lisibilité sur l'action. Bon, après, il y a des types de marchés sur lesquels, on l'a dit, il est évident qu'une PME, TPE, même un groupement de TPE ne peut pas y participer. Les montants sont trop élevés. Et je dirais que la complexité qui viendrait d'un lotissement trop petit rendrait l'action complètement stérile. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est quand on peut imposer effectivement un genre de groupement dans lequel il y a déjà un petit groupement de PME qui peut participer à un groupement global sous l'égide d'un major ou sous l'égide d'une très grosse ETI quand il s'agit d'un montant abordable. Mais c'est plus facile de raisonner pour être gagnant-gagnant, comme le disait notre collègue, là, que pour se retrouver effectivement la tête dans le nœud coulant. C'est quand même plus compliqué. Et ça peut arriver parfois par méconnaissance de la règle ou par volonté de trop bien faire. Et finalement, à un moment donné, on n'est plus acteur de son projet. Bien. Alors, le groupement, on va revenir, Nicole Sénécal, donc à la plateforme, à cet outil que vous mettez à disposition. On voit le groupement, toutes les vertus que ça peut avoir pour les PME. On échangera après. Est-ce que vous pouvez maintenant, avec les supports slides, peut-être nous présenter plus complètement en fait cette plateforme collective? Vous avez le retour là, donc. C'est lequel? Le vert en haut. Très bien. Voilà, c'est lui. Voilà. Donc vous l'avez compris, c'est un outil de dynamisation économique que nous avons monté pour le 95 pour justement accompagner les entreprises et les faire monter en compétences et les accompagner vers des marchés un peu plus complexes. Vous parliez CIPERV, c'est une plateforme collaborative, donc vous avez un espace digital partagé sur lequel, qui sera opérationnel fin mars, puisque nous avons lancé la plateforme fin d'année dernière, donc nous avons déjà pas mal d'adhérents et on représente déjà plus de 35 millions d'euros à nous tous. Donc c'est un vrai besoin. Oui, c'est un vrai besoin et ça nous permet, par rapport à l'association, de faire de la veille prospective, de faire justement monter des observatoires et tout. Donc, à la différence des groupements d'entreprises, momentanés d'entreprises, nous avons voulu être l'interlocuteur unique par rapport aux grands donneurs d'ordre, parce que on prend nos responsabilités entre nous, puisque nous savons que malheureusement, 70% des problématiques qui se trouvent devant les tribunaux sont justement d'ordre au niveau des groupements, parce que vous avez toujours le plus gros porteur qui lèse les plus petits porteurs et tout. Donc voilà. Donc, répartition de la responsabilité, etc. C'est ça, voilà. Donc c'est ce que j'expliquais, une organisation simple composée de 2 entités, où il y aura l'association, où il y aura des alliances commerciales. Nous avons nous avons avec la BPI qui va participer à tout ce qui est financement, qui va nous apporter des garanties et des contre-garanties par rapport au marché. Si tout à l'heure je disais l'ADP est une SAS, excusez-moi, c'est une SA et excusez-moi, et elle est dans du domaine public. Privé, excusez-moi. C'est-à-dire que de ce côté-là, il faut savoir qu'il existe des produits assurantiels qui vous permettent, que vous pouvez obliger au rang 1 à prendre pour garantir le paiement aux sous-traitants. Ça existe, on l'a pratiqué dans mon entreprise, puisque nous travaillions avec des PSA et tout, donc qui obligeait les rangs 1 à prendre justement ces produits d'assurance, donc qui
qui donne justement une facilité de négociation après pour donner au niveau des garanties bancaires et au niveau des engagements. Donc, évidemment, visibilité, donc observatoire, donc bien sûr tenir compte du tissu économique et de la typologie des entreprises qui sont dans le 95. Nous aussi, justement, sur le volet insertion par l'impôt à la formation, nous avons un partenariat qui est avec la Directe. Et c'est un sujet qui est là et que nous allons mettre en ordre, puisque les IAE sont sur un périmètre bien déterminé et il faut qu'on puisse répondre au niveau du département. Donc les compétences, bien sûr, éplucher les compétences de chacun et les mettre au mieux. Et des veilles et études. Alors, la plateforme n'est pas que sur le bâtiment. Hein. Nous sommes tout secteur d'activité puisqu'on veut répondre le plus largement possible au secteur d'activité. Avec les avocats, il y aura, à la fin du mois, une SAS par type d'activité. D'accord, vous allez référencer par type d'activité, secteur. Voilà, il y aura une tête de pont et voilà, le reste. Et la société anonyme, société anonyme ou plusieurs sociétés anonymes, donc base juridique solide, c'est-à-dire que nous sommes dans une démarche, déjà nous avons tout écrit, nos procédures et nos process par rapport à un référencement ISO, donc je vous ai dit charte RSE et tout, donc voilà, et pour justement être le partenaire de confiance par rapport aux grands donneurs d'ordre. On sait que c'est compliqué, on sait que on se voit de moins en moins, rétablissons et remettons les feux au vert. Est-ce qu'un groupement peut utiliser cet outil ? Bien sûr, on est toujours dans la même dynamique. C'est-à-dire que par rapport à une réponse de marché, une petite entreprise, nous avons si vous voulez, on a été un petit peu loin dans notre réflexion au niveau du 95. Nous avons des gens qui sont extrêmement compétents, qui sont malheureusement, on va dire, des experts. Hein, donc c'est à partir d'un certain... Voilà, c'est le modèle économique, en tous les cas, c'est ce que nous subissons. Et donc, ces personnes-là vont rentrer intégralement dans un projet donc, et d'accompagnement, de pilotage de projet ou de justement de surveillance. Voilà, avec leurs compétences, on met des experts au niveau de l'offre, du marché auquel on va répondre. Alors, comment ça marche ? C'est ce que je vous expliquais. Donc, dans l'association, on exerce donc une veille sur les plateformes spécialisées donneurs d'ordre adhérents. On se fait référencer pour les marchés privés, parce que sans référencement, vous n'avez pas le droit aux appels d'offres. Bien sûr. Le reste, c'est que de l'information, mais vous n'êtes pas retenu. Donc, il faut faire valider ce qu'on va dire l'enveloppe numéro 1. CIPERF, donc la plateforme, on gère la plateforme de compétences du vivier d'entreprise. Donc, c'est à nous de les décortiquer. On les décortique, on vérifie. Donc, c'est notre cuisine interne. Il y a un algorithme. Alors, c'est un algorithme qui est bien écrit et connu de tous par rapport au choix des entreprises, puisque ça, c'est aussi un point d'achoppement par rapport à la concurrence. Et ça, c'est le cabinet d'avocats. Le cabinet d'avocats nous suit là-dessus. On ne sera pas du tout... On ne pourra pas nous dire qu'on est un cartel. Les choses sont faites clairement et tout est en transparence. Donc, on sollicite des sociétés adhérentes qui puissent répondre et se positionner sur l'appel d'offres. Et donc, on recueille les réponses et celles qui veulent répondre ou qui ont un temps, qui s'engagent sur des délais, sur des compétences et tout, se positionnent. Et c'est la SAS, une fois que l'équipe projet est constituée, qui élabore le dossier de réponse et pour la mémoire technique et le devis pour évidemment remporter le marché. Ce que nous espérons. Dans ce type de fonctionnement, Bernard Benoît, vous trouvez que c'est très complémentaire, j'imagine, par rapport à votre démarche de groupement. Oui, ça se passe ça correspond à une approche de compétences nécessaires pour le montage de gros dossiers. Les petits dossiers, je pense qu'on a tous l'aptitude dans des entreprises de taille moyenne à pouvoir y répondre. Par contre, effectivement, il y a besoin d'un assembleur quand on s'approche de marchés importants. Là encore, pas forcément peut-être pour être le premier, mais tout au moins pour être associé à un major ou à une ETI. Parce qu'effectivement, il y a besoin de garanties. Et ces garanties sont apportées par un système qui peut fonctionner sur une base bien établie. Je dirais que nous, on n'a pas eu cette problématique. Il y a deux petits appels d'offres qui ont été remportés par le biais d'un manager qui justement a fait de l'assemblage.
et a permis effectivement, mais à partir là encore d'une entreprise qui était un peu leader sur le groupement et qui avait déjà chez elle un certain nombre de compétences. C'est toute la difficulté de toute façon. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et nous avons À la notion identifier. d'égalité de traitement et de donner la chance à toutes les entreprises du 95. Bien sûr qu'il y aura un tri, qu'il y aura de la performance, puisqu'on s'appelle synergie et performance du 95. Donc on veut que tout se passe au mieux, mais voilà, c'est un peu la différence par rapport à un groupement d'entreprises où ce sont des entreprises qui se connaissent, voilà, ou qui vont ensemble sur un marché. Le mot d'assembleur me semble intéressant, peut-être à commenter. Vous, dans votre pratique et dans votre expérience de groupement, l'assembleur, c'est quelqu'un qui a un petit peu de recul par rapport au projet et qui... Forcément, d'abord qu'il n'y a pas il n'a pas un intérêt direct. Voilà, il n'est pas impliqué directement, mais... Il valorise son action par sa capacité à identifier les bons partenaires, ou tout au moins en les connaissant. Nous, on a un vivier, effectivement, d'une 40-45 entreprises. Je dirais qu'il est capable à l'intérieur, effectivement, quand il y a vraiment matière à faire cet assemblage. Je veux dire qu'aujourd'hui, compte tenu de la taille des marchés qui sont sortis sur les SGP, c'est un petit peu compliqué, mis à part. Bon, effectivement, celui dont je vous parlais de 13 millions, celui-là, il était monté par 3 PME qui connaissaient bien le sujet, qui étaient à proximité et qui ont fait jouer, effectivement, j'ai entendu des mots tout à l'heure qui correspondent tout à fait à ce que l'on cherche nous aussi, rapidité, disponibilité, efficacité, qualité de travail, proximité et retour sur l'insertion, parce qu'effectivement, on se retrouve... Là encore, je le disais, je ne sais pas si l'ADP va avoir cette démarche-là, mais c'est important de le dire dans un moment où il est très difficile de former de la main-d'œuvre et de l'avoir, que cet aspect insertion soit aussi évoqué. Très important. Oui, alors justement, je voulais intervenir sur la question de l'insertion, parce qu'effectivement, c'est un peu en marge, on va dire, de notre sujet aujourd'hui, mais c'est un sujet extrêmement important, et ça fait partie d'un des 29 engagements du groupe ADP pour le terminal 4. Donc, en fait, l'engagement qu'on a pris en matière d'insertion est double. D'abord, dans les marchés de construction, on s'est engagé à avoir un taux d'insertion équivalent à 7%, c'est-à-dire qu'on passe de 5 actuellement à 7%. Donc, c'est une grosse marche d'escalier, compte tenu de l'ampleur du projet. Et puis, nouveauté, on va introduire des clauses d'insertion pour les marchés d'exploitation, ce que nous n'avons encore jamais fait. Donc là, on travaille avec Paris CDG Alliance, ex-Jup Emploi, en direct, animé par le Paris CDG Alliance, en direct avec les facilitateurs de l'insertion du territoire, pour être à proximité du terrain, pour recruter des personnes qui vivent dans le Grand Roissy-le-Bourget et profiter de ce magnifique projet de Terminal 4 pour justement les insérer dans le projet. Donc, on a déjà démarré les travaux, vous voyez, donc on anticipe là aussi. Et là aussi, on a une très forte ambition en matière de clause d'insertion. Voilà, c'était une précision importante. Et puis, je voulais, oui. Autre précision que je voulais apporter, évidemment, l'observatoire, oui. Évidemment, parce que si on n'a pas d'observatoire, on ne pourra jamais vérifier qu'on a atteint nos 20%. Voilà. C'est la difficulté qu'on a rencontrée au départ, qu'on n'a pas rencontrée au départ avec le président Philippe Yvain et l'action de développement qui se mettait en place. C'est un peu plus compliqué avec les restrictions budgétaires actuelles. On a l'impression qu'effectivement, ils ont un petit peu de mal à sortir les chiffres qui pourraient au moins rassurer un certain nombre de participants. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Absolument. Absolument. Là, il faut que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que nous, on peut afficher une ambition, mais il faut que nos grands attributaires jouent le jeu, et il faut que toute la cascade, on va dire, des sous-traitants jouent le jeu aussi, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Sinon, on ne peut pas y arriver. C'est pour ça que nous l'avons compris, que nous avons mis ces clauses et on va là-dessus, parce que faut que les curseurs soient... Bien placés. Une vision un peu juridique de ce qu'on évoque. Tout à fait, c'est plutôt une position de la fédération. Je voulais rebondir sur ces fameuses clauses à 7% au niveau d'insertion. C'est un vœu très pieux, sachant que la fédération et même le secteur de bâtiment est probablement le secteur qui intègre le plus. Néanmoins, ça met des véritables, bâtons dans les roues des PME, de petites structures qui seraient amenées à intervenir en sous-traitance, puisqu'il faut du temps pour former justement des personnels qualifiés. Et 7%, ça nous paraît important, puisque nous, la fédération, nous limitons à 5%. Mais encore une fois, c'est une première.
Elisabeth, vous voulez Oui, répondre? mais alors là, on est dans les injonctions contradictoires. Hein. On a des territoires qui nous demandent de passer largement 5. Voilà. Donc, voilà. Donc nous, on a pris un engagement qui nous semble réaliste. C'est-à-dire que certains maîtres d'ouvrage sont montés à 10. Nous, on a dit 10, non, on n'y va pas. Parce que ça ne nous semble pas, ça nous semble pas réaliste. Donc, on a pris l'engagement à 7%. Et 7% en travaillant, encore une fois, avec les territoires. Et on sait que l'expérience qu'on a de marchés, de gros marchés récents, ça passe. Mais donc, ce qui veut bien dire qu'il faut anticiper. Encore une fois, on est aujourd'hui début 2020 pour des projets qui va démarrer en 2021. Donc, on anticipe, on réunit tous les acteurs autour de nous. C'est bien la condition avec laquelle ça va marcher. Parce qu'effectivement, si on n'a pas tout le monde dans le même bateau, c'est clair qu'on n'y arrivera pas. Mmh. Au niveau des entreprises du bâtiment, mais de mettre des clauses de 7% pour des PME, c'est une sortie de nos bureaux, peut poser problème pour répondre correctement à vos marchés. C'était simplement une observation. C'est 7% au global. Après, on fait le calcul au global. On ne dit pas qu'on va imposer aux PME de faire 7%. Hein. C'est 7% globalisé sur le montant du marché. Hein. Qu'on soit très très clair. Hein. Bernard, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, je voulais rajouter une petite chose. Simplement, j'applaudis de demain, même si ça peut poser des problèmes, parce que tout ce qui va pour nous faire évoluer vers un seuil positif, c'est une bonne chose. On a des plateformes de formation, on est capable, je pense, d'arriver sur un certain temps à d'amener des gens vers l'emploi. Je vous assure qu'on fait de l'intégration de primo-arrivants, parfois, et on en a quelques-uns dans le Val-de-Marne. Hein. En quelques mois, ils arrivent à parler la langue et ce sont des gens qui ont une envie folle de travailler et de s'investir. Pour eux, l'Hexagone, c'est l'Eldorado, même si parfois pour des gens de l'Hexagone, c'est le mur de lamentation. Donc on a quelque part à essayer de bonifier ces positions-là, parce que je pense que c'est elles qui seront créatrices d'emplois à un moment ou à un autre. On doit pouvoir amener les gens à la formation. Par un moyen, par un autre. Hein. Il y a les écoles, il y a des centres des CFA, il y a des CMA. Mais si on peut le faire également à partir de nos fédérations professionnelles, par la ForTP ou autre, parce que moi je suis dans le secteur des travaux publics, j'avoue que je serais très content qu'on puisse amener des gens à l'emploi. Ça diminuera des gens qui sont à l'heure actuelle au RSA, qui pèsent lourdement sur les dotations des collectivités locales. Et puis 2, c'est des gens qui retrouveront un dynamisme économique dans les territoires dans lesquels ils sont placés. Donc je pense que pour moi, c'est une très bonne chose. Et une dignité. Alors c'est justement, puisqu'on est sur la formation, ça va être la thématique de la séquence après. Peut-être Nicole, on survole les dernières. Voilà, je voulais juste dire, cette plateforme justement, donc elle est gérée et pilotée par les chefs d'entreprise, mais nous avons l'appui de toutes nos institutions au niveau du 95. Donc ce sont des partenaires et ils sont au COPIL. Donc, évidemment la Chambre de commerce, donc le CEVO. Y compris la BPI, vous avez parlé tout à l'heure, non? Oui, la BPI, il y a le CEVO, il y a donc la Chambre de commerce, CCI 95, donc, qui est au COPIL, et nous avons aussi les EPCI. Donc voilà, donc ça aussi on l'a voulu pour que ça puisse donner une stabilité à la plateforme, bien sûr, que ce ne soit pas une histoire de copinage, mais que ce soit vraiment un outil pour le 95. Très bien. Et bien alors donc, bon vent à ce nouvel outil. Allez-y, rajoutez. Oui, je voulais juste remercier ADP de me faire confiance et de m'avoir permis de présenter cette plateforme. Voilà. Super, merci. Entendu. Peut-être, Bernard, une dernière. On est dans les bonnes pratiques. Peut-être si vous avez une question, c'est le moment. OK. Non, alors non, peut-être sur. Simplement, je reviens sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a de quoi, je pense, avec un maillage territorial qui est lié à l'implantation des majors. Il y a largement la place pour travailler à l'intérieur de ce maillage pour les PME et les TPE, à condition que tout le monde y mette du sien, évidemment. La maîtrise d'ouvrage, c'est banal de dire ça, mais c'est quand même elle qui donne les orientations principales. Et ensuite, à chacun de faire un effort, que ce soit au major, mais que ce soit aussi au PME, TPE. On n'est pas là simplement à tendre la main pour avoir une obole. On doit s'investir complètement dans le dynamisme économique de nos régions, de nos territoires.
Et donc, pour justement, en ce qui concerne les groupements, ça sera une des mailles importantes. On peut vous retrouver le 15 de Marne, il y a un site, il y a ceux qui seraient intéressés pour venir. L'idée, de toute façon, elle est prenable, il n'y a pas de brevet, hein. C'est simplement le désir de créer ensemble un vivier qui peut permettre effectivement une plateforme d'échange aussi. Il y a les fédérations professionnelles qui le font sur un maillage plus large. Une association, par exemple, nous, on s'est défini comme périmètre le département. Et c'est déjà grand. Mais on s'aperçoit quand même que grâce à ça, on est capable d'avoir des interventions croisées. Et puis de tisser des fils relationnels qu'on n'aurait peut-être pas pu tisser autrement. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise solution quand effectivement elle est faite avec le désir de satisfaire tout le monde. Très bien. Merci à tous les deux pour votre témoignage. On vous applaudit. On vous retrouve donc sur le site CIPERF 95 et puis également le 15 de Marne si vous voulez suivre un groupement qui fonctionne et qui...